les titres du journal, ouverture ce matin à Libreville des travaux du Conseil ordinaire des ordres nationaux. 385 candidatures à examiner par le grand chancelier et l'ensemble des dignitaires, et puis l'interconnexion entre les pays de l'Afrique centrale et ceux du reste du continent. La question est au centre de l'atelier régional d'Internet ouvert à Libreville, la capitale Libreville. Et enfin, le territoire autonome palestinien toujours en flammes. Le bras de fer entre Israël et la Palestine se durcit. Le président Barack Obama peine à faire fléchir le premier ministre israélien. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Le 17 août prochain, le Gabon va célébrer son 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les préparatifs vont bon train. C'est dans ce cadre que le Conseil des ordres nationaux a ouvert sa session ordinaire ce matin à l'hôtel de ville de Libreville, en présence de Tatiana Miko et Victor Mundunga de notre rédaction. De tradition, depuis 1970, le 17 août, fête de l'indépendance du pays, est souvent accompagnée de la décoration des travailleurs sur toute l'étendue du territoire national. Le décret se veut récompenser la bravoure, l'ancienneté et le dévouement de la main-d'œuvre du citoyen. La grande chancellerie des ordres nationaux est donc chargée au cours de son conseil d'examiner minutieusement les dossiers des postulants, soit 385 pour l'édition 2014. Au bout du compte, l'admission à une décoration et promotion est soumise à des exigences bien précises. Les décorations, ce sont uniquement les ordres nationaux, c'est-à-dire l'étoile équatoriale et l'ordre national du mérite. Première médaille, elle est gratuite, elle est offerte par l'État. Une fois que les décrets sont signés, nous établissons des diplômes. Pour retirer ces diplômes, le décoré doit se soumettre à payer des frais de chancellerie, qui sont de l'ordre, pour chevalier de l'ONM, c'est 3 000 francs CFA. Chevalier de l'étoile équatoriale, je crois c'est 5 000 francs CFA. Bon, ainsi de suite. Fin février, début mars ou plus tard, nous envoyons aux différentes administrations les quotas, en joignant les textes réglementaires. Pour être décoré, il faut avoir 29 ans minimum et 9 ans de service minimum. Pour l'année 2014, le Conseil innove. Son président et l'ensemble des dignitaires préconisent dans un futur proche récompenser aussi les fonctionnaires à la retraite. Très souvent, les retraités, une fois qu'ils sont partis, on les oublie et nous faisons un travail qui va durer encore quelques années pour essayer de reprendre, de récompenser des gens qui ont travaillé 30, 40 ans au service du Gabon. Pour rappel, le grand chancelier des ordres nationaux est nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres. Il préside le Conseil des ordres nationaux, lequel est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Les pays de la sous-région pourraient avoir un point d'échange Internet commun qui aura pour point d'orgue faciliter l'interconnexion entre les États de la CAC et ceux du continent. Les travaux se tiennent depuis ce matin à Libreville et sont présidés par le secrétaire général de l'économie numérique, Paulin Siaki Pierre-Claverilla. Cet atelier régional sur les points d'échange Internet régionaux et les exploitants Internet régionaux qui se tient dans notre capitale a pour objectif parvenir à la mise en place des points d'échange Internet pour la sous-région d'Afrique centrale, ce qui constitue une étape importante dans la réalisation d'un point d'échange africain qui permettra aux économies du continent de tendre vers une société du tout numérique, une vision à laquelle aspire aujourd'hui l'humanité tout entière. L'apport de la CEA, c'est comme il s'agit d'un projet régional. Ce projet régional d'abord est initié par s'inscrit dans le cadre du projet Axis, qui est piloté par l'Union africaine.
L'Union africaine s'appuie sur les communautés économiques régionales comme la CEAC. Juste pour information, cet atelier a déjà eu lieu dans les autres communautés économiques régionales, donc la boucle vient d'être refermée avec la CEAC. Dans sa volonté de développer ce secteur, le Gabon s'est résolument engagé dans ce processus. C'est donc en lieu et place du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste empêchée que le secrétaire général du ministère a ouvert ses travaux. Au nom de son Excellence, M. Pastor Ngwa Nem, ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, et au mien propre, de souhaiter la plus cordiale des bienvenues et un agréable séjour au Gabon à tous les délégués qui ont bien voulu faire les déplacements de Libreville. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me plaît de réaffirmer solennellement ici l'engagement du Président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d'interconnexion pour l'Afrique, en adéquation avec son projet de société décliné dans le plan stratégique Gabon émergent, au sein duquel l'économie numérique occupe une place considérable. Les dites assises qui se tiennent à Libreville sur les points d'échange Internet régionaux sont prévues s'achever ce vendredi. Séance plénière ordinaire ce matin au CNC présidée par le président de cette institution. Il a été question de l'analyse du contenu des médias et le compte rendu des auditions des responsables des médias. Le conseiller membre porte-parole fait l'économie de cette activité au micro de Martine Piti et Amédée Ndongo. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière ordinaire dans la salle habituelle de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. Avant de passer à l'examen de points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a observé une minute de silence en la mémoire du journaliste émérite Emmanuel Fleurandon, décédé en début de semaine à Libreville. Poursuivant les travaux, le Conseil s'est appesanti sur l'analyse du contenu et le compte-rendu des auditions des responsables des médias, enfin les autorisations de paraître. Passant à l'analyse du contenu des médias, le Conseil national de la communication attire une nouvelle fois l'attention de la presse sur la nécessité pour elle de respecter la dignité humaine conformément aux dispositions des articles 6 et 28 du Code de la communication. Le Conseil rappelle à l'ensemble de la presse que l'invective, l'outrage et l'injure ne sauraient constituer une ligne éditoriale pour une presse qui se respecte. La communication étant libre en République gabonaise, il est cependant fait obligation aux journalistes de respecter l'ordre public et la dignité des citoyens. Tout journaliste responsable doit éviter d'exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Au titre des autorisations de paraître, sous réserve du paiement de sa redevance annuelle, le Conseil a donné son accord sur le retour en kiosque du journal L'Ombre suite au décès de son ancien directeur de publication. Avant de lever la séance, le Conseil national de la communication s'est penché sur la convocation adressée pour audition au directeur de publication du journal Ezombolo. En effet, convoqué le 17 juillet 2014 à sa demande, après le report de la date initiale du 15 du même mois, il n'a malheureusement daigné se présenter. C'est pourquoi le Conseil national de la communication met-il en demeure le journal Nzombolo et demande à son directeur de publication de se présenter dans ses services le 29 juillet 2014 à 10 h. Y ont siégé Jean-François Ndongo, président, Brigitte Anguille Diop, vice-président, Fidèle Etienda, conseiller membre, Faustin Onanga, conseiller membre, Gilles Terence Zogué, conseiller membre, Edwige Lydie Inyanga, conseiller membre, Jean de Dieu Ndongovono, conseiller membre, Toussaint Obamnan, conseiller membre, Godel Inanga Yendika, conseiller membre. Fait à Libreville, le président Jean-François Ndongo. L'actualité internationale avec cette tournée du ministre des Gabonais de l'étranger, Alexandre Désiré Tapoyo, qui était récemment au Cameroun et au Congo rencontrer ses compatriotes. Des précisions dans ce reportage de Blandine Joël Adamvi.
Au Congo et au Cameroun, Alexandre Désiré Tapoyo, le ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et de Gabonais de l'étranger, n'est pas allé les mains vides. Avec la suite dans les idées, il est venu ici proposer et partager des vues avec la diaspora, notamment celle relative à la mise sur pied du Conseil des Gabonais de l'étranger dans chaque pays où il y a au moins 10 Gabonais et un Haut Conseil des Gabonais. À cela se greffe une autre innovation, celle de la carte consulaire biométrique. D'un ton conciliant, ADT a su convaincre les sceptiques. Cette carte consulaire biométrique aura comme avantage pour nous en tant que gouvernement d'avoir une base de données exhaustive de notre diaspora. Identification, recensement et de savoir vraiment qui est où et qui fait quoi. Mais quand elle est vendue à 5 francs CFA, la carte consulaire, je ne vais pas dire que c'est le taux définitif, mais c'est le taux que je trouve dans le Sénégal. Quand elle est vendue à 5 francs CFA, il y a 3500 francs CFA qui est récupéré par la compagnie d'assurance qui a préfinancé. Dans les 3500 francs, il y a 1500 francs CFA pour la confection de la carte et 2000 francs comme frais d'assurance. Finalement, la vision a été bien perçue par les Gabonais de la diaspora qui ont trouvé en Alexandre Désiré Tapoyo les qualités d'un top manager. Ils ont par ailleurs loué la création de ces départements ministériels par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Occasion tout indiquée pour eux d'applaudir les réformes engagées depuis le sommet de l'État quant à la prise en compte de leurs doléances. Monsieur le ministre, nous sommes partants. Je voudrais vous encourager. J'ai pris la parole pour vous encourager et manifester ma fierté dans ce que vous avez engagé. Mais vous êtes en train d'attaquer le vrai problème que nous avons dans notre pays. Monsieur le ministre, 80 000 francs au Cameroun, ce n'est pas 80 000 francs au Gabon. Parce qu'ici, nous n'avons que ça et rien que ça. La tournée se poursuit. Le forum de la réconciliation centrafricaine se poursuit à Brazzaville au Congo. Les ex-rebelles de la Séléka demandent la partition du pays entre musulmans et chrétiens. Reportage. C'est par bus que les membres des 170 délégations centrafricaines présentes à Brazzaville ont rejoint ce matin le ministère des Affaires étrangères où se poursuivent les travaux du forum de réconciliation. Ensemble, gouvernement, politique, société civile, représentants des communautés religieuses doivent s'accorder pour sortir de la crise. Tous ceux qui ont fait le pas pour venir, j'ose espérer qu'une aspiration profonde les habite et que le désir sincère, authentique de sortir de cette crise va pousser les uns les autres à enterrer une fois pour toutes nos haches de guerre. Mais dès l'ouverture, les représentants des ex-Séléka, la rébellion qui a renversé le président Bozizé avant d'être chassé du pouvoir, auraient réclamé la partition du pays. Propos largement commentés ce matin alors que la rébellion boycottait les travaux. Je pense qu'ils veulent juste s'imposer, mais la partition, ça c'est une illusion, ça n'aura jamais lieu. Même si quelque part il y a un petit refroidissement dans les interventions des uns et des autres, mais je sais que ce problème sera arrangé avec l'aide de la communauté internationale. En leur absence, les travaux de 2 des 3 commissions sur la cessation des hostilités et le désarmement des groupes armés ont été suspendus. Un coup d'arrêt qui met en péril la signature de tout accord d'ici à mercredi, date prévue de la fin du forum. Par ailleurs, le bras de fer entre Israël et la Palestine se durcit. Le président américain Barack Obama peine à fléchir le premier ministre israélien. Reportage. Mardi matin, 15e jour de l'offensive israélienne baptisée bordure protectrice contre la bande de Gaza. Pilonnage et tirs d'artillerie continuaient de dévaster la population et les habitations du territoire autonome palestinien administré par le Hamas. Une preuve par le terrain que Benyamin Netanyahou n'est pas plus prêt à écouter l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu que celui de Barack Obama. Même s'il a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les tirs de roquettes, le président américain s'est dit désormais soucieux avant tout pour la vie des civils.
Nous avons de sérieuses inquiétudes sur le nombre croissant de civils palestiniens tués et des pertes en vie israéliennes. Et c'est pourquoi maintenant nous nous concentrons et la communauté internationale se concentre sur un cessez-le-feu qui mettrait fin au combat et à la mort de civils innocents. Pour cela, il a dépêché au Caire son chef de la diplomatie, John Kerry, qui doit également se rendre à Jérusalem pour négocier un cessez-le-feu sur la base de celui agréé en novembre 2012, déjà pour Gaza, par Israël et le Hamas. Avec la perte de 27 soldats à ce jour, c'est-à-dire plus que lors de l'opération Plomb durci en décembre 2008, et la poursuite des tirs de roquettes contre Ashkelon ou Tel Aviv, le Premier ministre israélien continue, lui, de justifier sa stratégie de dévastation. Ils cachent des roquettes dans les hôpitaux, ils cachent des armes dans les hôpitaux, ils tirent depuis les hôpitaux, alors ils s'en fichent. Je veux dire qu'ils transgressent toutes les règles du jeu, tous les codes, et commettent un triple crime de guerre, en ciblant des civils, se cachant derrière des civils et en entassant les civils dans des endroits en ligne de mire. En conséquence, l'hôpital Al-Aqsa au centre de Gaza a été la cible d'un bombardement israélien, comme le montre ce document amateur posté sur les réseaux sociaux. Il a fait 4 morts et des dizaines de blessés, selon le ministre palestinien de la Santé. Je vous propose le tour d'horizon de l'actualité dans le monde. Reportage. Et 6 autres personnes blessées à Kaboul dans un complexe dépendant du ministère de l'Intérieur. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Il intervient dans un contexte de violence en Afghanistan et à quelques mois du retrait des forces de l'OTAN, l'attentat le plus spectaculaire ayant fait 42 morts mardi dernier dans l'est du pays. La police sud-coréenne a retrouvé le corps de l'homme d'affaires propriétaire du ferry dont le naufrage avait fait plus de 300 morts en avril dernier. Il a fallu plusieurs semaines pour identifier le cadavre découvert le 12 juin dans un verger. Plusieurs bouteilles d'alcool ont été retrouvées sur place. Les analyses devraient déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre Yoo Byung-hun, mais l'homme avait pris la fuite. Les enquêteurs souhaitaient l'interroger notamment sur les violations manifestes des règles de sécurité lors de l'accident. Coup de théâtre en Indonésie, sans attendre les résultats de la présidentielle, l'ex-général Prabowo Subianto jette l'éponge. Il a annoncé mardi son retrait après avoir accusé le camp de son rival de fraude massive, structurée et systématique. C'est donc le gouverneur de Jakarta, le réformateur Joko Widodo, qui l'emporte avec 53% des voix, à l'issue d'une lutte acharnée avec l'ex-général controversé de l'ère du dictateur Suharto. Joko Widodo sera le premier président du plus grand pays musulman du monde, issu d'un milieu modeste et sans lien avec l'ancien régime. Vaste coup de filet au sein de la police turque. Plus de 55 hauts responsables de la police en activité ou à la retraite ont été arrêtés mardi à travers tout le pays. Le gouvernement poursuit sa purge au sein de la police et de la magistrature, lancée fin juin dans le cadre d'une enquête contre le mouvement religieux du prédicateur exilé Fethullah Gülen, l'ennemi du Premier ministre Erdogan. Ce dernier accuse son ex-allié d'avoir manipulé l'enquête sur un vaste scandale de corruption, l'impliquant lui et son entourage. La note triste de cette édition d'information concerne la première chambre du Parlement qui est en deuil avec le décès le week-end dernier du vénérable Gabriel Eyege Ekomié, sénateur du Komo-Kango dans la province de l'Estuaire. Nous allons revenir sur cette actualité triste au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous changeons de sujet pour parler de la reprise des travaux sur la Nationale 1, le tronçon PK12 Toum, qui avait pris du retard aujourd'hui, a atteint sa vitesse de croisière. Le constat est fait ici par Bienvenue Miko Barthelbois de la presse présidentielle. Rond-point du PK12, sortie de la capitale. Le projet PK12 Toum prend sa source ici. Sur le terrain, les entreprises CEDEX et Ontraco mettent les bouchées doubles pour livrer ce projet de 2 fois 2 voies dans les normes et les délais. Ce qui se passe sur le chantier en ce moment, c'est que nous avons d'abord une phase de terrassement
Après la phase de terrassement, nous avons le 0,60 qui va suivre le terrassement. Après le 0,60, il y a le 0,25 qui suit automatiquement et c'est l'enrobé qui vient après. Et maintenant, après l'enrobé, vous allez voir tout à l'heure la pose des glissières et les fossés bétonnés qui vont suivre également. Le projet de réaménagement de cet axe routier tient à cœur le chef de l'État. Après plusieurs phases d'interruption, le chantier aujourd'hui s'exécute au rythme des allées et venues des engins. On est en train de suivre les passes de compactage pour que les données du labo soient conformes. Lorsque on n'a pas de panne, on arrive à faire 400, 450, 500. Lorsqu'on a des ruptures inattendues, on fait 200 mètres, 150 mètres ou 300 mètres. Mais sinon, grosso modo, on arrive à faire 500 mètres, 550 lorsque ça tourne bien. Les ouvrages hydrauliques achevés ou en phase de finition ici permettent de faciliter l'évacuation des eaux. Les premières glissières de sécurité sur le chantier sont perceptibles. À la circulation des personnes et des biens, elles s'offrent désormais avec de bonnes garanties de sécurité. C'est ça le principe des glissières. Il amortit le choc de façon que les usagers peuvent s'en sortir beaucoup mieux que s'il n'y avait pas de glissière. Supposons qu'un véhicule qui passe tout droit, il tamponne ce talus. Voilà un peu la suite. Les dégâts sont vraiment assez considérables. Alors que la glissière amortit. Glissière de sécurité, marquage au sol, passerelle pour piétons avec rampe pour handicapés. Les travaux exécutés ici devraient également bénéficier aux riverains. Les travaux normalement ça avance. Mais il faut ne pas qu'on recule marche arrière. Donc, comme ils sont en train de faire là, nous sommes vraiment très contents. Ça nous arrange. S'ils peuvent aussi nous mettre la territe, parce que là nous sommes en saison sèche. En saison du pluie ici, c'est la boue. Même pour aller à l'école, c'est vraiment ça demande. En attendant l'aboutissement de ce projet majeur, la Nationale 1 fait son bonhomme de chemin. La route avance effectivement sur la Nationale 1, ce qui suscite de nouvelles vocations que je vous propose de découvrir avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Des engins et des ouvriers à pied d'œuvre. Une route qui se profile à grands coups de pelle et de compacteuse. Bienvenue sur la Nationale 1 du Gabon. C'est la saison sèche. Sur ce chantier en phase d'exécution, la cadence de travail évolue vers sa vitesse de croisière. La période est propice. Pour la jeune féminine employée ici, c'est au pied du mur qu'on juge le véritable maçon. Nous, on est chargé du compactage. Après le finisher, nous, on suit après. Oui. Il y a le P3, il y a le petit compacteur et le grand, celui qui est là, garé. Vous les conduisez tous? Oui, j'ai conduit les trois là. La forte dégradation de la route, doublée de l'exiguïté de la chaussée ici, ont fait naître des vocations au féminin pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'unique voie d'accès à l'intérieur du Gabon. Mais bien sûr, pourquoi pas? Je suis même fière de mon métier. Je l'aime. Et j'encourage d'autres femmes, je veux même. Mais bon, il faut qu'elles soient courageuses, je veux ça. Pour Annie et ses collègues employés sur le chantier, le travail ou plutôt le projet reste un défi quotidien. Nous avons juste été confrontés à le déplacement de réseau. Et nous avons aussi les expropriations. Et nous avons eu aussi à gérer la circulation entre les usagers et les véhicules. Donc il fallait justement sécuriser aussi les usagers et les passagers de telle sorte que nous minimise les accidents au cours de l'exécution des travaux. L'élargissement de la nouvelle route nationale en 2x2 voies est donc un challenge pour ces conducteurs d'engins. Au bout du chemin, elle devrait permettre une meilleure fluidité du trafic entre Libreville et l'intérieur du pays. Plus qu'une fierté, et pour tous ici, ce serait une mission accomplie au service de la nation.
La route retient encore notre attention ce soir, mais il s'agit des axes secondaires dans la capitale gabonaise qui sont parfois en piteux état. Le constat est fait ici par Henrik Boukoko et Victor Mundunga de notre rédaction. Les routes de la capitale gabonaise se caractérisent pour la plupart par des nids de poules qui se développent ici et là. Sur cette bretelle qui mène au lycée de Siban, un grand fossé dicte sa loi aux automobilistes. Véritable casse-tête pour les usagers. Les voitures gaspillent ici tous les jours l'accident. Hein? Ouais, c'est pas normal. Normalement, c'est la mairie. La dégradation avancée de cette route oblige les automobilistes à revoir sans cesse l'état de leurs véhicules. Ces derniers souhaitent que des efforts soient consentis par les autorités compétentes. On voit ça, on va encore faire comment, mais on fait avec, ça gaspille la voiture, la motocelle, tout le temps, il faut changer la motocelle et tout ça. Bon, on prie qu'il faut que l'État essaie pour nous voir l'état de ça, pour qu'on nous fasse ça rapidement. Ils nous ont arrangé la route là, il faut encore, là où nous sommes encore en saison sèche, avant que les pluies n'arrivent. Quand les pluies vont arriver, ce serait plus facile d'arranger cette place. Ce fossé en dit long sur l'état de route dans les quartiers de Libreville. La route du lycée de Siban que vous apercevez nous offre un spectacle désolant. Un état de délabrement avancé qui fait subir les amortisseurs des véhicules qui empruntent cette voie. Vivement que cette équation soit résolue avant la prochaine rentrée scolaire. Au lycée de Siban, pour Gabon Télévision, Henrik Boukoko et Victor Mundunga. Merci Henrik pour toutes ces précisions. Sur un tout autre plan, le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale organise du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 un séminaire atelier sur la stratégie nationale de mise en œuvre de la libre circulation des personnes en zone CEMAC, lieu et heure immeuble des affaires étrangères, à partir de 8h30. Dans le reste de l'actualité, les filles et fils de la province de la Nyanga se sont retrouvés pour faire le point des réalisations qui participent au développement de cette partie du Gabon, avec pour boussole le plan stratégique Gabon émergent Biwawu Mikala Michel John Boudéa. La rencontre entre filles et fils de la province de la Nyanga avait pour objectif de faire le point après la mise en service du pont sur la Bagnou par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et étendre la réflexion sur les opportunités envisagées par le chef de l'État dans la province. La construction de ce pont ouvre les portes du développement de la Nyanga. Mayumba aura le port et Mayumba sera le point d'évacuation de la production de la Nyanga vers le reste du pays et vers l'étranger. Je vous ai dit également que nous pensons qu'il est opportun que le département de la Duini, Moabi et de Mongo Morini Binza puissent voir leurs activités agricoles se développer, mais également le département de la Doutsila à Mabanda et le département de Tchibanga devra voir se développer principalement des activités minières. Les Ninois ont tout intérêt à saisir cette opportunité qui se présente à eux pour ne plus retomber dans les travers du passé qui ont causé du tort à la province pendant des décennies. Nous avons tous discuté ensemble sur les modalités d'organisation qui feront en sorte que le processus amorcé de développement de la Nyanga, de repeuplement de la Nyanga et de prospérité partagée pour l'ensemble des filles et des fils de la Nyanga, ceux qui résident dans la Nyanga principalement et tous ceux qui sont à travers le monde, que ce processus qui vient d'être engagé par le président Ali Bongo Ondimba soit irréversible. De sorte que ceux qui nous ont induits en erreur en 1958 ne puissent plus, comme ils ont d'ailleurs commencé, faire en sorte que ce processus, cette porte ouverte par le président Ali Bongo Ondimba ne puisse plus se refermer. Pour partager cette réflexion avec le plus grand nombre, les membres du gouvernement et les parlementaires vont d'ici peu entreprendre une tournée provinciale. La présidentielle 2016, toujours d'actualité, le président de l'Union pour la Nouvelle République, maître Louis Gaston Maïla, monte au créneau après la
déclaration de la coalition politique de l'opposition portant sur la présentation d'un candidat unique lors de la prochaine présidentielle au Gabon. Nous l'écoutons au micro de Biwaou Mikala et Michel John Boudir. Suite à la constitution du Front de l'opposition, Maître Louis Gaston Maïla, le président de l'UPNR, grand absent de cette coalition, réagit et parle de non-événement. J'ai vécu la CODE, j'ai vécu le FIAPO, j'ai vécu l'UFC. Donc sur le plan historique, je ne vois pas en quoi la naissance de ce front va changer quoi que ce soit. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas encore prêt à rentrer dans une chapelle pour dire Saint-Tel, priez pour nous. Non. Je pense que si on veut l'unité, c'est l'unité totale. Je vous dis, politiquement, c'est un non-événement. Historiquement, c'est un non-événement. Le président de l'Union pour la Nouvelle République promet s'étendre plus longuement au cours d'une sortie qu'il compte organiser dans les jours à venir. D'une autre formation politique, les militants PDG du département de Tsamba-Magoti, province de Langounié, se sont retrouvés chez le membre du Conseil des sages, Marcel Doupambi Matoka, pour faire le bilan des dernières élections locales. Paulin Siaki, Arnaud Mengue. À l'initiative des anciennes têtes de liste du département de Tsamba-Magoti Fougamou, autour du membre du Conseil des sages Marcel Doupambi Matoka, des hiérarques du Parti démocratique gabonais pour le compte du département, les PDGistes résidant à Libreville, originaires de la contrée, ont échangé sur la vie du parti, particulièrement sur les résultats plus que satisfaisants qui ont été enregistrés lors de ces dernières locales, mais également sur la forte mobilisation dont les populations ont fait montre tant à la commune Fougamou qu'au département. L'histoire, c'est Tsamba-Magoti. Votre pays, c'est le Gabon. Aimer le Gabon et l'amour du Gabon passe par l'amour de Fougamou et de Tsamba-Magoti. C'est une satisfaction qui se justifie par le fait que c'est une bonne chose que les cadres du parti, après avoir bénéficié des voix de leurs électeurs et remporté une victoire aussi éclatante, puissent aller vers leurs électeurs, vers la population, pour leur dire merci de l'attachement qu'ils ont pour le parti, la confiance qu'ils ont au cadre du parti, et de façon que nous soyons ensemble pour continuer à construire le Gabon comme nous le souhaitons. Dans les différentes interventions, un appel encore a été lancé à l'endroit des militants. La cohésion devrait être énormément cultivée entre filles et fils de Tsamba-Magoti. Nous commençons nos tournées de remerciements et de présentation de nos conseils, conseil municipal et conseil départemental. Et nous avons voulu leur dire que cette dynamique ne fait que commencer, parce que demain il y a des échéances encore plus importantes que ces élections locales pour Tsamba-Magoti, et que nous, filles et fils de Tsamba-Magoti, dans notre unité désormais installée, nous devons poursuivre dans cette dynamique et nous préparer pour gagner les prochaines élections. Notre sage, notre doyen, notre papy a bien dit tantôt que depuis 87, Tsamba-Magoti n'a pas perdu une élection. Tsamba-Magoti poursuivra dans cette unité. L'occasion était donc tout indiquée pour procéder à la présentation des élus locaux issus de ces locales aux militants, autant ceux de la commune Fougamou que ceux du département. Cette étape a constitué la boucle dans la symbiose de la diversité culturelle de Tsamba-Magoti. Nous nous arrêtons ce soir sur les résultats du concours d'entrée à l'école du Prytanée militaire de Libreville, dont les résultats sont connus depuis samedi dernier. Plusieurs enseignements sont attirés dans ce papier d'analyse que nous propose Jérim Bougou-Bivigo de notre rédaction. Meilleurs, les élites des élèves de 5e année ou si vous voulez CM2 sont connus. Le concours d'entrée au Prytanée militaire de Libreville a donné son verdict
en publiant les 24 candidats admis. Dans un premier temps, nous avons expliqué aux parents le nombre de places ouvertes. 20 places chez les garçons, pour 14 garçons sur Libreville et 6 qui vont aller à l'étranger, au Sénégal, au Burkina et au Mali. Chez les filles, nous avons ouvert 8 places, 6 sur Libreville et 2 qui iront au Bénin, au lycée militaire de jeunes filles de Membereke. Seuls les élèves qui vont avoir une moyenne d'au moins 10 sur 20 sont admissibles. Admissibles parce qu'à l'issue, il y a des examens médicaux qui sont faits au niveau de l'hôpital militaire. C'est ce qui fait que c'est le médecin militaire qui déclare l'aptitude de l'enfant à rentrer au Prytanée militaire de Libreville parce qu'il y a eu une activité sportive intense. Les 586 candidats venus de 9 provinces du Gabon ont composé en dictée, en mathématiques et en études de texte. Les corrections sont faites sur place en présence des parents. À l'issue de ce concours, nous pouvons tirer quelques enseignements. D'abord, la province de l'Estuaire, pour ne pas dire Libreville, s'en tire très bien en raflant les 23 des 24 places acquises. Ensuite, vient le Haut-Ogooué avec son candidat de l'école communale d'Akieni. Autre observation, et non des moindres, c'est le fossé existant entre les écoles publiques et privées, car sur les 24 admis, l'école publique n'a que 4 représentants. Comment peut-on expliquer le grand écart entre l'école publique et privée lorsqu'on sait qu'on remet systématiquement en cause la qualité de la formation des enseignants et même des enseignements qui évoluent généralement hors APC, entendez, approche par compétences de base? Doit-on conclure que les incessantes grèves dans l'enseignement public ont eu raison du niveau des enfants? Il convient aujourd'hui d'envisager des solutions pour que le système éducatif gabonais au public soit aussi compétitif qu'au privé, qui ne bénéficie pourtant pas de la prime d'incitation à la fonction enseignante PIF. Car il faut le reconnaître, le concours sélectif d'entrée au Prytanée militaire de Libreville est un baromètre, une vraie cote d'alerte. Prix scénariste CEPIC, docteur et ingénieur en informatique, spécialiste de la modélisation et des architectures des logiciels sûrs. Dieudonné Okalas Osami innove dans ce domaine en apportant une nouvelle plateforme intelligente dénommée iTumba. Le compte rendu de Marie-Josée Ndombi, Chantal Marondo. 3 axes de recherche ont motivé la création du logiciel iTumba pour la recherche fondamentale et appliquée, dans un domaine pluridisciplinaire de plus en plus exigeant que celui de l'agriculture. Il s'agit d'un outil informatique d'aide à la décision pour en faire une agriculture éco-intensive, éco-responsable, dans un contexte socialement responsable. Le logiciel est développé par Dieudonné Okalas Osami, chercheur à ITK et manager en charge de la sécurité monétique de Verifone en France. Les agriculteurs sont eux-mêmes confrontés aux problèmes de faible production agricole, des problèmes de pauvreté et de problèmes d'accès à la bonne information. De l'autre côté, nous avons des universités qui produisent des connaissances, donc des milliers de jeunes sortent des écoles et de nos universités par an, mais qui ne trouvent pas de débouchés dans leur domaine de compétences. Et au nord, nous avons des solutions d'experts qui sont éprouvées, qui sont fiables, qui sont performantes, mais qui ne sont pas utilisables à l'état dans nos pays africains, parce que le contexte socio-culturel, le contexte agroclimatique n'est pas le même. iTumba sera une force pour l'agriculture africaine. La solution iTumba est alimentée par des données agroclimatiques issues des stations météo qui seront utilisées par les exploitants agricoles sur divers supports. Les premiers sont des stations météo qui sont installées sur des champs, dans des zones agricoles pour remonter les informations agroclimatiques vers une plateforme informatique que nous avons développée. Ces informations sont remontées très simplement via un réseau GSM, donc par le biais des SMS tout simplement. Elles arrivent à la plateforme, elles sont traitées à l'aide des moteurs agronomiques qui prennent ces informations, les stockent dans des bases de données avec des profils par culture. Elle peut être de la banane, elle peut être du
de la canne à sucre, elle peut être du palmier à huile, elle peut être du manioc, elle peut être de l'EVA. Une fois ces informations traitées, les recommandations sous forme de graphique, comme on peut voir ici, sous forme de graphique, sont envoyées aux conseillers agricoles sur les tablettes mobiles. Itumba est le résultat concret de la recherche gabonaise qui est en marche, qui produit de la connaissance et exportable au-delà des frontières continentales. Un outil qui vient révolutionner le secteur agricole en vue d'une meilleure visibilité de ce secteur dans notre pays et une crédibilité du continent africain. Dans le cadre de la planification de la communication gouvernementale, nous vous proposons, après le générique fin de cette édition d'information, un sujet sur l'agenda gouvernemental. Demain 13h, Léa Bifan, 7h, 15h, Cabrel Guillain, Les Mamies et Jean-Augustin Nzengi. Merci pour votre attention. Précieuse collaboration de toute la rédaction de Gabon Télévision. À demain 20h.